Les experts du tennis, entre pluie et retour du beau temps, demain on l'espère, avec Laurent Orsini. Bonsoir à vous Laurent. Bonsoir Christophe. Et Frédéric Ellion, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Christophe. Bonsoir. Le tenant du titre est sorti et le numéro 1 aujourd'hui pour nous tous, celui qui ne perd plus depuis 2024, ou presque, c'est Yannick Sinner, il a fait honneur à son rang. Ouais, le grand favori a vraiment assuré pour son entrée dans le tournoi, il a été expéditif, une victoire 6-1, 6-2, ça vous rappelle peut-être le score de Novak Djokovic hier. Que oui. C'est la réponse, mais il a été vraiment, Laurent, impressionnant, on l'a vu dans l'échange, ne pas faire de faute, une très belle longueur de balle, il a breaké très tôt dans le premier set, et à 4-1, honnêtement, on a vu Korda, son adversaire, jeter un petit regard vers son banc, désabusé. Qu'est-ce que je peux faire face à ce joueur-là? Il était sans solution. À chaque fois, c'était Sinner qui prenait le contrôle du point dans l'échange, poussait Korda à la faute, 29 fautes directes pour l'Américain contre seulement 6 coups gagnants. Il a véritablement déroulé 6-1, 6-2 en 1h15 et seulement 52% de première balle pour Korda. C'est peut-être ça qu'il aurait pu améliorer pour essayer d'être un peu mieux dans le match. Oui, pour essayer de l'embêter, d'être un petit peu plus agressif, que ce soit avec ou son coup droit ou son service, mais il a fait beaucoup trop de fautes directes et on a vu un Yannick Sinner en mode machine qui jouait très très long. J'étais très impressionné par sa longueur de balle, il collait à sa ligne, il donnait pas de temps à son adversaire, il prenait la balle tôt, il ratait pas. Et voilà, ça a suffi pour faire vraiment creuser l'écart et il y a eu un non-match en fait. Et il a aussi distillé pas mal d'amortis, Christophe, ce qui prouve que la fameuse transition dure terre battue, honnêtement, aucun problème pour lui aujourd'hui. Il a posé les jalons, il a montré Laurent Orsini aujourd'hui, à l'image de Djoko, qu'il n'est pas là que pour s'entraîner sur des cours qu'il connaît par cœur, parce qu'ils habitent tous les deux ici normalement. Oui, bien sûr, mais je pense que les deux ont à cœur de marquer les esprits ici. On a vu Yannick Sinner, bon évidemment il est en pleine confiance, il joue ici à domicile, peut-être même plus que les Français ou encore que les Monégasques, parce qu'on a vu le cours central complètement acquis à sa cause avec pratiquement 80-90% d'Italiens qui l'encouragent vraiment. Donc je pense qu'il a vraiment à cœur de faire quelque chose ici, qu'il a très envie de gagner ce tournoi. Il y a eu beaucoup d'ambiance aujourd'hui sur le central et la déception elle vient quand même de celui qui nous avait régalé l'an dernier, le vainqueur qui était au tirage au sort à vos côtés. Exactement, le tenant du titre, Andrei Rublev, qui a perdu en 2-7-7, 6-4, 6-4 et qui confirme bien un petit peu ses difficultés du moment. On se rappelle, un seul match gagné à Indian Wells, une élimination au premier tour d'entrée à Miami contre Thomas Mahach, 6-4, 6-4. Et bien là, c'est exactement le même score face à Popyrin, l'Australien, défaite en 2-7. Alors bon, Popyrin, on sait, plutôt un joueur de surface dure, mais qui a quelques références quand même sur terre. Il a remporté le tournoi d'Umag la saison dernière, un 250, et puis surtout il fait 8e de finale à Rome en sortant des qualifs. Il a été vraiment très très solide aujourd'hui, et Rublev, Laurent, on le sait, quand son plan de jeu qui est de taper toutes les balles ne fonctionne pas, il n'y a pas vraiment de plan B derrière. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment de plan B, mais c'est quand même très très étonnant de la part d'un joueur qui est habitué au top 10 et vainqueur de l'an dernier, de perdre contre Popyrin comme ça, qui n'est pas non plus un spécialiste de terre, certes qui joue bien, mais un Rublev normalement avec son niveau il devrait l'emporter sans problème. Mais c'est vrai, vous l'avez dit justement, Rublev, il adore frapper, on le sait, il adore décaler en coup droit. Après, dès que la machine se grippe un peu, c'est un peu peut-être son point faible, c'est qu'il ne peut pas arrondir, il ne peut pas gratter, il ne peut pas mettre un peu plus la balle dans le court. C'est où ça passe ou ça casse, et aujourd'hui, c'est pas passé. La difficulté d'être un joueur professionnel avec ce changement, vous l'avez dit, et de climat, et de fuseau horaire, et de surface. On en reparlera avec le docteur Afria qui sera notre invité, c'est le médecin du tournoi. Autre fortune du jour, autre match, on a vu un ancien, mon fils, qui a pas pu lutter. C'est dommage contre Medvedev. Un métronome, comme d'habitude, Danil Medvedev, le russe. Alors là, c'était un tout autre type de match comparé aux rencontres précédentes, notamment celle de Sinner. En des énormes rallyes, des longs échanges de quasiment 25-30 frappes parfois. C'était un vrai combat. Et dans le premier set, honnêtement, Medvedev, il était injouable. Il ne fait aucune faute, il ne donne rien. Il faut vraiment faire beaucoup pour gagner des points. Gaël a donné beaucoup trop de fautes. Ça s'est terminé 6-2. Et on a cru que ça aurait pu tourner dans le deuxième. C'est vrai. Quand un partout, la classique de Danil Medvedev qui s'énerve un petit peu suite à 2 balles un petit peu illicites. Il pense qu'elle est bonne, elle est jugée dehors, il sort complètement du match, il perd 3 jeux d'affilée. Gaël change aussi un petit peu de tactique, côté français, il donne des balles plus cotonneuses, moins de rythme, parce qu'on sait que la grande force de Medvedev, c'est de s'appuyer sur la balle adverse. Ça a marché jusqu'à 4-1, et puis ensuite Medvedev s'est réglé et il a marqué 5 jeux d'affilée pour l'emporter 6-2, 6-4. Pas de surprise donc? Non, pas de surprise. Gaël, il a déjà gagné son match précédent assez difficilement. Il arrive ici, il joue encore, il est toujours là, mais c'est plus pour le plaisir que pour la performance. Danil, il a des hauts et des bas, mais dès qu'il sert le jeu, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Donc, en tout cas aujourd'hui au-dessus de Gaël. Et puis voilà. Ouais.
C'était comme ça aujourd'hui. C'était bon. On était content de le voir avec ses Bon, on est petites toujours, dingues, ses on sursauts, est hein. toujours content de le voir parce que il y a toujours un petit peu de show. Il n'y a pas beaucoup de joueurs français encore en lice. Ouais. Et puis Il en Gaël, reste. il a ce capital sympathie qui lui est vraiment propre. Ça, c'est vraiment bien. Autre qualifié du jour, Tsitsipas notamment. Ah oui, expéditif là aussi, une victoire 6-1, 6-0. Impressionnant, on le rappelle, le grec qui reste sur 2 victoires lors des 3 dernières éditions et qui a vraiment très très bien joué aujourd'hui. Oui, pas de souci pour lui. Son jeu a l'air bien en place. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que Tsitsipas, il va falloir compter sur lui peut-être quand même. jusqu'au dernier carré. Ça y est, vous jouez, ça y est. Non, mais ça y est, c'est parti. Ça Nous, on commence est un sur peu du à... Sinner, Djoko, et toi, paf, Ouais, derrière Tsitsipas. non, ok. mais c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Un des rares encore à avoir un revers à une main, même s'il n'y en a plus dans le top 10. Ouais. Ça a été signalé dans le journal L'équipe il n'y a pas très très longtemps. C'est une des premières de l'histoire. Et qui a un très beau jeu, qui habite ici et qu'on a envie de revoir au plus haut niveau. Vous avez raison. La belle histoire, elle est pour Sonego, rapidement, parce que c'est un lucky loser, c'est le 4e. Il a attendu jusqu'à la dernière minute pour remplacer Alcaraz. Il va se retrouver en 8e de finale avec un chèque de 80 000 € à la clé. Il est qualifié. On se retrouve dans un instant, Frédéric, avec le programme de demain quand même. Bien sûr. On attaque quoi demain, les 8e? Oui, exactement, avec les plus gros matchs. Les plus grands matchs. Et dans un instant, le docteur Afria, avec nous ici sur la terrasse du Monte Carlo Country Club. Qu'est-ce qu'on aime le tennis, vous le savez, sur Monaco Info. C'est un sport tellement exigeant, Laurent Orsini. C'est pourquoi on voulait avoir avec nous ce soir le doc, le docteur du tournoi. Le doc du tournoi qui suit et qui officie en sous-sol Eh oui. et qui veille à la bonne intégrité physique de tous les joueurs. On va en parler. Et ça, c'est une autre mélodie pour les plus anciens qui connaissent Mélodie en sous-sol, bien sûr. Vous œuvrez avec une vraie brigade. Vous êtes combien ici? Nous sommes 4 médecins, presque 10 kinésithérapeutes, un ostéopathe, un podologue. Donc on est vraiment une vraie escadre. Et s'il y a vraiment un souci, on monte à l'hôpital Princesse Grace? Oui, il y a des Hmm, secouristes également qui sont présents sur le site. bien sûr. Et en cas d'urgence, il y a une évacuation très rapide. On a eu pas mal d'abandons, même un forfait, on le sait, juste avant le tournoi, celui de Raphaël Nadal. Mais au total, on a quoi 8 personnes qui ne sont pas venues, finalement, au total 8 joueurs? Oui, c'est 8 joueurs qui se sont présentés, qui étaient censés jouer dans le tableau principal pour les qualifications ou pour le tableau premier, et qui en fait ont été obligés de déclarer forfait pour cause de blessures. Beaucoup Fortune plus que les diverse, hein. années précédentes. Faut le Beaucoup souligner. plus. Ça Oui, veut on dire peut quoi? dire qu'on a doublé par rapport à l'année dernière. On a un peu plus du double de nombre d'abandons avant de démarrer le tournoi. Est-ce vraiment le fruit du hasard ou est-ce que le tennis est de plus en plus exigeant et on a des douleurs, par exemple, au coude pour certains quand on est amateur, hein? Non, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, puisque les causes d'abandon elles sont quasiment toujours les mêmes pour les joueurs lorsqu'ils sont venus. C'est une surcharge d'entraînement, une surcharge de travail. Ils débarquent d'une tournée américaine dans des conditions climatiques où il fait très chaud, sur surface dure. Ils ont à peine une semaine d'adaptation sur la terre battue, donc ils ont pu faire entre 2 et 4 entraînements sur la Ah oui. terre, et évidemment le corps ne supporte pas ce changement brutal, sans compter la problématique de la chronobiologie, c'est-à-dire les changements d'horaire. On passe sur un décalage horaire, donc vous voyez qu'on est dans les conditions les pires pour enchaîner sur une nouvelle surface. Ouais, pas facile de se réadapter, on le dit souvent, Laurent. Oui, exactement. Et comme le disait le doc, on a entendu beaucoup de joueurs se plaindre de l'humidité à Miami. Ça a été très dur pour eux cette année, particulièrement. Il y a eu 2 cas de déshydratation aiguë, Voilà, Ah, ce petit qui est- des gens qui Caso. ont perdu connaissance, Ce qui est- petit Caso, Qui a perdu connaissance en plein match. qui est c'est ça rare. et qui est venu et qui n'avait pas encore récupéré, ça il faut le dire, il n'avait pas Ouais, encore bien récupéré. sûr. C'est Et il fou, devait ça. être dans le tableau, il Exactement. a déclaré forfait. Exactement. Plus le changement de surface, une surface maintenant où on glisse, changement Oui. d'appui, des échanges plus longs, donc qui met les organismes encore plus à rude épreuve. D'accord, permettez-moi les spécialistes, mais sur la terre, au moins, tu glisses, parce que sur le dur, quand tu bloques, tu bloques. Oui, mais il faut le faire 2 fois plus souvent. Par rapport au dur où les échanges sont courts, D'accord. là, comme le disait Laurent, il y a un allongement des échanges. Au lieu de faire 3-4 échanges de ouais. balles, on va en faire 15-20. Et quand vous multipliez par le nombre de jeux, Donc ça met plus de contraintes sur les avant-bras, comme pour Alcaraz, des contraintes sur les adducteurs, vous le savez aussi, sur tout ce qui est glissade. C'est vraiment difficile cette oui. transition, mais les meilleurs arrivent à le faire. Djoko arrive à le faire, Sinner qui vient de gagner à Miami arrive à le faire et nous l'a prouvé aujourd'hui. Puis la preuve aujourd'hui, il est allé vite. Hein. Ouais, c'est pour ça que ce sont les meilleurs. Il y a un paramètre supplémentaire. Il n'y a pas que les tournois, il y a aussi de plus en plus d'exhibitions, d'engagements personnels privés, commerciaux, etc. Donc, Une nouvelle les ligue joueurs, qui arrive, oui d'accord, j'ai compris. par exemple, des sollicitations qui sont diverses et qui fatiguent les joueurs. Mais on l'a vu pour Raphaël Nadal, qui devait s'aligner à Indian Wells, je ne sais plus si c'était avant Indian Wells ou avant Miami, qui a fait une exhibition avec Alcaraz à Las Vegas et qui n'a pas pu honorer
son rang dans le tournoi. Alors, on le savait, par exemple, dans des disciplines comme la natation, à 25 ans, t'es vieux. On sait que le corps, 35 ans, on est vétéran première année. Ça veut dire des bons fils comme aujourd'hui, des Joko, avec les 35 ans passés. Ils prennent beaucoup de risques aujourd'hui à venir comme ça à Monte-Carlo, à sauter cet espace-là, même si certains n'ont pas joué, comme Djokovic n'a pas joué depuis un mois. Voilà, je pense que les anciens, avec l'expérience, arrivent à gérer, à faire moins de tournois, à sélectionner les temps de récupération et les temps de compétition. Donc ils peuvent se mettre dans des meilleures conditions pour être là le jour J, alors que les jeunes sont obligés d'enchaîner. Ils enchaînent les tournois. Et on le voit, l'exemple type, c'est vraiment Alcaraz. On voit qu'il est on-off, c'est-à-dire qu'il a une phase où il est au pic, c'est le meilleur joueur du monde, et puis derrière, il est blessé, il s'arrête de... C'est des gamins de 20 ans quand même, Doc. Oui, beaucoup blessé, beaucoup blessé Alcaraz, on le dit. Il est beaucoup blessé pour son jeune âge par rapport à un Nadal au même âge à l'époque. Vous dites obligé, ça me fait très mal. Parce qu'ils ne sont pas obligés de tout accepter non plus, ces joueurs. Je pense qu'il y a une pression extérieure qui est vraiment importante. C'est que le sport est un spectacle. Les tournois mettent beaucoup de pression sur les meilleurs joueurs du monde pour être présents. Il y a une pression financière, il y a une pression organisationnelle, les droits télé, etc. Et ben eux sont directement impactés par tout ça. L'argent, bien sûr. Automatiquement, non, mais c'est pas une critique. Chacun fait son métier. En plus, ça dure un laps de temps comme un footballeur. Toi, tu as joué à quel âge, par exemple, Laurent, en étant au top de ta forme? Je sais pas, vers les 26, 27, 28 max. Ouais. Mais après, c'est vrai que... T'as senti? T'as senti en tant que joueur. Oui, on le sent, mais c'est pour ça que les joueurs... un des premiers qu'il a vraiment fait, c'est Roger Federer, a amélioré son calendrier, sa programmation, a joué très très peu de tournois, à être vraiment très précis et jouer les plus gros tournois qui comptent pour lui, quoi. La blessure, on l'a dit, c'est inhérent au métier de tout grand sportif dans le ski, ce sont les genoux. Ici, on a compris les adducteurs, vous l'avez dit, le bras et la tête aussi. On en parle de plus en plus, le mental. Oui, d'ailleurs, cette année, il y a une psychologue qui est mise à disposition par l'ATP pour tous les joueurs, qui suit en fait la caravane de l'ATP sur tous les tournois et qui est à disposition pour faire des entretiens. C'est bien de prendre conscience. C'est très important puisqu'il n'y a pas que le côté... défaillance mentale, il y a aussi le côté performance mentale. On se rend compte que c'est quand même un paramètre important. Oui, le tennis est un sport très très dur mentalement. Au niveau des pathologies, est-ce que vous avez pu voir au fil des années différentes pathologies apparaître ou c'est toujours plus ou moins les mêmes? Alors ce qu'on voit disparaître dans le tennis professionnel, c'est ce qu'on trouve chez les amateurs. C'est toutes les problématiques de l'épaule, du coude, du poignet, pour des problèmes techniques, etc. Et là, on est plus vraiment sur de la pathologie de surcharge. On voit apparaître des fractures de fatigue, on voit apparaître des gros problèmes de dos avec des hernies discales. Donc on voit vraiment que tout ça, il y a des charges d'entraînement importantes. Et pourtant, on fait des efforts ensuite pour réparer les gens, comme les hanches à une époque. Exactement. On a fait des choses formidables. Bien sûr, puisqu'on a l'exemple d'Andy Murray qui joue avec une prothèse de hanche. Mais malgré tout, le corps humain a des limites. A des limites. Nous, on a des limites avec la pluie. Ça joue sur les variations aussi. Par exemple, ce soir, il va faire un petit 17 degrés et pendant tout le week-end, on va jouer à 25 degrés. Oui, et les joueurs, ils sont très sensibles et ils font même attention à la météo par rapport à la programmation des matchs. Parce qu'ils savent que s'il fait un peu plus froid, la balle sera plus lente. Et s'il fait plus chaud, qu'il y a du soleil, ça sera plus rapide. Donc ils vont jouer aussi avec ça. On voit le 15-4, t'as vu tout de suite le classement donné, mais le tennis est un sport d'adaptation à tout niveau. À tout niveau. Merci d'être adapté à nous en tout cas. Merci bravo pour tout ce que vous faites avec vos équipes. On l'a dit en sous-sol parce que c'est un travail de tous les jours. Vous êtes au plus près, on a vu, il y a une psychologue aujourd'hui. Il faut protéger ces joueurs qui sont, vous l'avez dit, souvent obligés de participer à certains tournois. Merci docteur Afria. Merci beaucoup. Merci à très vite, bien sûr. À bientôt. Sur Monaco Info. Le programme de ce jeudi, jour de 8e de finale, Laurent Orsini, Frédéric Allion. Avec déjà une affiche qui pourrait être une demi, voire une finale. Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, honnêtement celle-là, Laurent, on l'attend avec impatience. Ça, ce sera le match du jour, on espère qu'il se retiendra toutes ses promesses. On aura un œil également, Frédéric, sur Djoko. La revanche, Djokovic face à Musetti, bien sûr, on se souvient, c'était l'Italien qui avait sorti le Serbe l'an dernier. D'ailleurs, les journaux italiens en parlent déjà de cette revanche, on a pu lire un petit peu les différents quotidiens, donc c'est très attendu ce match aussi côté transat. On peut compter sur Djokovic pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Les Italiens sont là, en force. Il y aura un Français, puisqu'on est juste à côté, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et un Monégasque quand même. Et j'allais vous le dire, un Monégasque en double, le Français c'est Hugo Humbert. Et en Monégasque, vous l'adorez dans le double? Ah oui, Romar Neodo, voilà, il va falloir essayer, peut-être pas il le dit, il va pas essayer de faire aussi bien que l'an dernier, la finale, on oublie. On va essayer de gagner le tournoi. Bien sûr, mais bon, match par match comme on dit. On va le gagner ce tournoi. On le sent, il y a l'esprit Coupe Davis, non Laurent? Oui, bien sûr. Et puis tous les copains sont là, le capitaine, le DTN, la présidente de la fédération, Madame de Massy. Tout le monde est derrière ces joueurs monégasques ici et qui jouent à la maison.
En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, bien sûr, tous les soirs dans Les Experts sur Monaco Info. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. À demain en pleine forme, ici sur la terrasse du Monte Carlo Country Club pour les experts du tennis.